Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une histoire assez peu connue mais qui est pourtant assez folle. Aujourd'hui on va découvrir ensemble l'histoire de l'expédition Jeannette, l'une des nombreuses expéditions pour la conquête du pôle Nord. C'est au XVIe siècle que les Européens démarrent l'exploration des régions arctiques. À cette époque, on recherche des routes entre l'océan Atlantique et le Pacifique pour faciliter les échanges commerciaux. Pour relier ces deux océans, on passe donc par deux routes principales, le passage nord et le passage nord-ouest. Mais à ce moment-là, il y a aussi une troisième route qui traverserait le pôle Nord qui est envisagée par un scientifique qui s'appelle Richard Hakluyt. Malheureusement, les expéditions de recherche donnent assez peu de résultats, et l'idée de trouver des routes pour faciliter le commerce passe un peu au second plan pour laisser place au prestige d'être le premier à découvrir le pôle Nord. En 1773, une première expédition navale est tentée, en passant par l'archipel Suoyan, mais elle se retrouve vite bloquée par les glaces. En 1806, nouvelle tentative, où le record de la latitude atteinte est battu en dépassant le nord de l'archipel Svalbard, avant d'être aussi arrêté par les glaces. À cette époque, il y a une théorie que tout le monde connaît, c'est celle de la mer libre du pôle. Selon cette théorie, il existerait une zone avec une mer tempérée autour du pôle Nord. En fait, les géographes de l'époque pensent que si les glaces dérivent vers le sud, c'est à cause de cette eau plus chaude qui aurait pour effet de pousser les glaces. Il n'y a pas réellement de preuves scientifiques pour confirmer cette théorie, mais à cette époque-là, tout le monde est convaincu de sa véracité. On pense que si personne n'arrive à aller au pôle Nord, c'est parce qu'une ceinture de glace entoure la mer libre, et donc a fortiori le pôle Nord. Ceinture de glace créée à cause des mouvements de la glace repoussés par cette fameuse mer libre. Toujours selon les croyances de l'époque, le seul moyen d'y accéder serait via un chenal de cette fameuse eau plus chaude. Une fois ce chenal trouvé, on pourrait donc facilement traverser la ceinture de glace, et une fois la glace passée, il n'y aurait plus qu'une mer calme et tempérée. C'est donc en quête de ce fameux chenal que les différentes expéditions vont être lancées. On pense que ce passage devrait se trouver au niveau du détroit de Smith, au-dessus du Canada, et beaucoup d'expéditions vont donc être envoyées dans cette direction, sans pour autant qu'aucune ne parvienne vraiment à trouver quoi que ce soit, même si certains marins affirment avoir vu cette fameuse mer libre du pôle. À cette époque, il y a un cartographe, August Petermann, qui pense que l'accès à la mer libre il se fait pas par le détroit de Smith. Après s'être appuyé sur les rapports de nombreuses expéditions ainsi que de nombreuses recherches, il est convaincu que c'est via le détroit de Bering qu'on pourrait accéder à la mer polaire, et à cette époque-là, personne n'est encore passé par ici. Laissez-moi vous introduire le personnage principal de notre histoire, George Washington DeLong. Je l'appellerai DeLong pour le reste de l'histoire par souci de simplicité. DeLong, c'est un jeune officier de la marine américaine, et il a déjà effectué une expédition de sauvetage polaire en Arctique. Malgré le fait que cette expédition elle se solde par un échec, c'est quelqu'un de confiance qui a de l'expérience dans cette zone. DeLong fait la rencontre de James Gordon Bennett, le propriétaire d'un journal nommé le New York Herald Junior en 1874. Bennett, c'est un adepte des théories de Petermann sur le détroit de Bering, et il va se rendre à Gotha en Allemagne en 1877 pour discuter avec lui. À l'issue de leur échange, il est persuadé qu'il faut monter une expédition pour tenter le coup. Il demande alors à DeLong de se mettre en congé de la marine pour commander cette expédition. DeLong se met alors à la recherche d'un navire en Angleterre, parce qu'aucun navire est disponible aux États-Unis. Il tombe alors sur un bateau nommé le Pandora, une ancienne canonnière en vente pour $6,000. Le bateau a déjà fait ses preuves dans le milieu polaire et semble être tout indiqué pour l'expédition. Ok, nickel, on a notre bateau. Il est donc ramené aux États-Unis où il subira une révision complète pour le préparer à l'expédition à venir. Pour préparer son expédition, DeLong va également demander un soutien logistique pour avoir un navire d'approvisionnement contenant du charbon et des provisions supplémentaires jusqu'en Alaska. Mais cette demande lui sera refusée. Pour cette expédition, en plus du capitaine, c'est donc un équipage de 32 hommes qui sera mobilisé. Le 8 juillet 1879, le bateau quitte la Californie et s'élance à l'aventure. Le 1er août, après 3 semaines de voyage, il pénètre en mer de Bering et franchit ce fameux détroit de Bering le 29 août. Ils atteignent ensuite l'île d'Herald le 4 septembre. Ici, DeLong décide de rejoindre la terre de Wrangel à l'est. Malheureusement, la glace enserre le navire et le Jeannette se met à dériver vers l'ouest. Et vers la fin du mois, on finit enfin par apercevoir les fameuses terres de Wrangel. Problème, malgré le fait que le bateau ait été totalement rénové, il est pas de taille pour affronter la glace et le froid polaire. En octobre, c'est carrément une maison de glace qui va devoir être construite parce que le bateau est devenu inhabitable à cause de l'humidité qui règne à l'intérieur. Plus grave encore, le bateau est endommagé par la pression des glaces et la coque présente des failles par lesquelles l'eau rentre sur le bateau. L'équipe tente alors de maîtriser la situation qui ne fait que s'empirer puisque de nouvelles brèches apparaissent petit à petit. C'est donc tout l'équipage qui va être affecté par ces conditions extrêmes. Une personne va même perdre la vue et une autre la raison. La dérive du bateau vers le sud-ouest devient de plus en plus importante. Le 16 et 24 mai, l'équipage découvre ainsi 2 nouvelles îles baptisées île Jeannette et île Henriette. Mais c'est à partir du 9 juin que la situation devient vraiment catastrophique. Le bateau qui était toujours pris dans les glaces finit par être broyé et coule. Les 33 hommes se retrouvent alors sur la banquise avec pour seul équipement 3 petits bateaux d'appoint, 6 tentes, 9 traîneaux, quelques armes, des instruments de musique et seulement 4 tonneaux de vivres. Dès le 18 juin, les hommes se dirigent donc vers le sud, en alternant entre marche et traversée maritime dans des conditions extrêmes. Neige molle, amas chaotiques de blocs de glace ou encore crevasses.
DeLong remarque aussi rapidement que malgré tous leurs efforts, ils progressent pas vraiment. En fait, la dérive des blocs de glace vers le nord est plus rapide que leur progression vers le sud, mais ils décident de rien dire à l'équipage. Après un mois de traversée, ils atteignent l'île Bennett, où ils trouvent du gibier, des œufs d'oiseaux et divers matériaux. À partir de là, la mer était devenue plus libre de la glace. Ils décident donc de tenter d'atteindre des îles de Nouvelle-Sibérie, et le 30 août, ils accostent enfin au sud de la péninsule de Fadeyevsk. Les conditions de survie s'y avèrent excellentes. Pourtant, DeLong est pressé de rejoindre le continent et prend la décision de repartir rapidement. Cette erreur lui sera fatale ainsi qu'à une grande partie de son équipage. Les 3 bateaux repartent donc en direction du delta de la Lena, un fleuve en Sibérie. Mais une nouvelle catastrophe s'abat sur eux. Une tempête sépare les 3 bateaux dans ce fameux delta qui s'avère être en fait un vrai labyrinthe. 2 des 3 bateaux connaîtront un destin funeste. Le premier, composé de 9 hommes, est englouti par la mer. Le second, celui de DeLong, accoste sur un bras de la Lena. L'équipage doit donc survivre dans des conditions extrêmes. Le journal de DeLong retrace toutes les souffrances auxquelles ils ont pu faire face. 21 septembre. Alexei tue un renne, puis un autre le 27. 3 octobre. Dernier chien abattu. 7 octobre. Mort d'Eriksen. 9 octobre. 2 hommes parmi les plus valides et les plus solides, Lindemann et Noros, sont envoyés chercher du secours vers le sud. 14 octobre. Alexei tue un ptarmigan. 17 octobre. Alexei meurt de faim. 21 octobre. Kak et Lee meurent de faim. 28 octobre. Iverson meurt de faim. 29 octobre. Dressler meurt de faim. 30 octobre. Boyd, Gortz et Collins meurent de faim. DeLong et le cuisinier du navire meurent vraisemblablement de faim le 31 octobre, puisque le journal de DeLong s'arrête à cette date-là. Au total, c'est 12 des 14 hommes dont le capitaine qui vont mourir de froid et de faim. En effet, souvenez-vous, les 2 restants sont les 2 hommes que DeLong avait envoyés chercher de l'aide. Et bah figurez-vous qu'ils ont survécu. En fait, ils ont réussi à atteindre un petit village et les habitants locaux les ont pris en charge. Pour finir, le 3e et dernier bateau a réussi à atteindre la terre ferme et grâce à l'aide d'indigènes et d'exilés russes, l'équipage qui se trouvait à son bord a réussi à rejoindre Iakoutsk, une ville de Sibérie. Cette expédition, elle aura connu un sort tragique, mais elle aura quand même permis de faire quelques découvertes intéressantes. En plus des îles découvertes par l'équipage, l'expédition a mis en évidence plusieurs points clés qui contredisent la théorie de la mer libre. Déjà, l'observation de la présence continue d'une glace épaisse même en été. Le bateau n'a jamais vu l'ombre d'une mer tempérée durant toute sa traversée. Ensuite, la dérive des glaces observées par DeLong, combinée à la découverte en 1884 des débris du Jeannette au sud-ouest du Groenland, donc plutôt loin de l'endroit où ils avaient coulé, a montré que les masses de glace de l'océan n'étaient pas statiques mais bel et bien en mouvement, en suivant des courants océaniques complexes et non juste l'effet d'un courant chaud comme le suggérait la théorie de la mer libre. Voilà qui conclut donc cette incroyable épopée et l'une des expéditions les plus folles de la conquête du pôle Nord. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée, allez bisous l'équipe.